Bienvenue dans Pépins et Vitamines, le podcast qui presse la vérité sur le bien-être au travail, le management humain et la cohésion d'équipe. Je suis Jade, copilote vitaminée en organisation et structuration. Et ici, on parle vrai. Des galères, des réussites et surtout des solutions pour remettre du peps, du sens et de la clarté dans ton quotidien. Alors, est-ce que tu es prêt ou prête à transformer tes pépins en vitamines? C'est parti pour ton shot d'énergie du jour. Bienvenue à tous et bienvenue à toi Audrey. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. On s'est découvert sur les réseaux sociaux, j'ai découvert un petit peu ton parcours et je me suis dit que ton histoire allait intéresser plus d'une personne. Et donc, je vais te laisser te présenter un petit peu et ne dis pas trop ce que tu fais parce qu'on va y revenir plus tard, mais je te laisse te présenter quand même. Eh bien, bonjour Jade et merci pour ton invitation. Je suis ravie de pouvoir partager mon expérience. Alors moi, qui je suis? Bah écoute, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans l'industrie. J'avais des postes à responsabilité avec des équipes. J'aimais avoir des projets un petit peu différents. J'ai toujours été dans des services assez transverses pendant des années. J'aimais ce que je faisais. J'ai fait différentes choses. Je suis aussi bien partie de côté production qu'après je suis revenue sur toute la partie qualité et réglementaire. Et puis j'avais toujours à cœur de bien faire mon travail, de montrer que je savais, que j'étais performante, présente pour les personnes qui avaient besoin d'aide. Ben, au bout d'un moment, quand on n'a pas de soutien derrière soi, arrive ce qui arrive, on s'épuise à vouloir tout faire correctement, tout faire bien pour les autres surtout. Soit on s'oublie souvent dans toute cette histoire et puis ben, un beau jour, j'ai rencontré un mur qui s'appelle le burn-out, quoi. Et ça a été assez insidieux parce que c'est très progressif. On se dit que on y est toujours on arrive toujours à s'en sortir. Et puis là, bah, ça a été un petit peu la fois de trop. Et heureusement, j'ai un médecin qui a vu les choses avant que je m'effondre complètement. Du coup, elle m'a arrêté Enfin, j'étais dans une période où j'étais déjà bien épuisée, bien au fond, mais pas au point de ce qu'on entend du burn-out où vraiment le matin on se lève plus et on est complètement bloqué. J'avais plus beaucoup d'énergie, mais j'en étais pas encore là. Et peu à peu, derrière, j'ai réappris à prendre soin de moi, prendre du temps pour moi, parce que c'était des choses qui étaient totalement inconnues pour moi. Et puis derrière, j'ai construit effectivement un nouveau projet professionnel qui est en lien avec ce qui s'est passé avant mon burn-out et ma reconstruction. Mais comme tu le disais tout à l'heure, nous en reparlerons plus tard. Super, merci déjà pour le premier, le cadre, on va dire, de ton expérience. Tu dis que tu as 20 ans d'expérience. C'est arrivé après combien de temps, justement, le jour, on va dire, ou le moment où tu t'es rendu compte que là, tu étais vraiment épuisé? Est-ce que tu te souviens? Bah, en fait, c'est compliqué parce que c'est pas. Je voyais que j'étais crevée, hein, et j'avoue que les 2 semaines avant que mon médecin m'arrête, je me rendais compte qu'il y avait un truc qui était pire que d'habitude. Mais là, ça faisait. Alors, je sais pas, c'est au bout des. Tu parles du temps de travail ou quand est-ce que je m'en suis rendu compte où je me suis dit ça part dans tous les sens? Plus après combien d'années de travail ou les deux? Tu Ah pourrais. ben c'était en fait ouais au bout de 20 ans quoi. Ouais, Au ouais. bout de 20 ans de boulot et ça faisait quelques mois que je me rendais compte que j'avais plus cette niaque, j'avais plus cette motivation. En plus moi pour aller bosser, j'avais 30 minutes de trajet. Mm. Donc j'étais toute seule dans ma voiture et le matin en y allant, je me disais mais à quoi bon quoi? Et puis encore bosser 20 ans là-dedans, enfin quel est l'intérêt? Enfin je me posais beaucoup de questions, mais surtout je voyais pas de porte de sortie. Je savais pas quoi faire d'autre parce que bah, j'étais engagée là-dedans. Je me disais bon changer de taf, mais changer d'entreprise, est-ce que ce serait mieux? Enfin c'était Mm. assez flou. Et la semaine qui a précédé mon arrêt, j'ai vraiment, là, c'était vraiment compliqué le matin, dans la voiture.
Mais j'avais cette capacité, et c'est souvent ça, les personnes qui vraiment, enfin, qui ont, pour lesquelles on sait qu'il y a un moment donné, si on fait pas quelque chose, elles vont faire un burn-out. C'est cette capacité en fait à cacher les choses. C'est-à-dire que j'arrivais sur le parking, je garais ma voiture, je sortais de la voiture, une fois que la voiture était fermée, poker face. Mm. Le sourire, tout allait bien. Et d'ailleurs, c'est une des remarques de ma responsable à l'époque, quand je lui ai annoncé que j'étais arrêtée. Donc, mon premier arrêt, c'était 3 semaines. Elle m'a appelé le dimanche soir et je lui ai dit, écoute, je suis au bout du rouleau, j'en peux plus. Et elle me dit, ah bon? Mais Ouais, j'ai rien vu la semaine dernière. Ah ben attends, enfin vraiment, elle était étonnée de ça, mais c'est cette capacité à cacher vraiment ce qu'on ressent et comment on se sent. ouais, c'est ça. Ouais, c'est fou. Et après, du coup, hein, enfin, là, je sais pas du coup dans ton cas, mais c'est vrai que certains responsables, des fois, après, vont se dire, c'est encore, tu sais, j'entends souvent certains dire, ouais, mais le burn-out, c'est à la mode, tout le monde finit en burn-out, etc. Et ils vont peut-être un peu te décrédibiliser parce que justement, il y a eu ce poker face, alors qu'en fait, tu as juste essayé de faire ton travail correctement et de garder la face et que c'est pas toi le problème, c'est vraiment peut-être le manque d'écoute, le manque de on se pose, on discute, dis-moi ce que tu penses vraiment. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises où c'est le manque d'écoute et de temps. On prend le temps d'écouter, on prend le temps de demander aux autres ce qu'ils pensent réellement. Parce que tu vois, si elle s'était peut-être posée, enfin je sais pas hein, du coup dans ton cas, mais si elle s'était posée avec toi, qu'elle t'a demandé, bon alors comment ça va, est-ce que tu te plais toujours bien? Parce que il y a plein de situations derrière lesquelles où un sourire peut cacher plein de souffrances et plein d'épuisement comme dans ton cas. Faut savoir qu'au-dessus de moi, j'avais deux personnes qui étaient, c'était pas des managers en fait. Mm. Elles savaient pas gérer. Et il fallait surtout pas qu'il y ait de problème parce que sinon, ça n'allait pas. Et donc, il faut savoir que dans le service où j'étais la troisième en arrêt, en 18 mois. Je suis la troisième à être partie. Sauf que mon poste était plus important que les deux autres. Et c'est là qu'en fait, elles se sont dit, bon, il y a peut-être un problème. Mm. Et j'ai trouvé ça horrible parce que j'ai été contactée par les ressources humaines justement parce que ma responsable directe, elle s'est dit, bon, ok, je vais voir les RH, je vais faire le point, faut qu'on comprenne ce qui se passe dans le service, quoi. Et en fait, quand la RH m'a contactée, elle a sorti une phrase, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Elle m'a dit, je t'appelle, j'aimerais bien comprendre ce qui t'arrive. Et je lui ai dit, mais je lui ai dit, bon, je suis quand même à troisième. Enfin, vous n'avez pas bougé. Mm. Moi, j'ai alerté et vous avez jusque-là pas bougé. Et là, elle me dit, oui, bon, les deux autres, c'est quand même un peu plus du cinéma, on pense, hein. Mm. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, enfin, là, là, à ce moment-là, déjà, j'étais pas bien parce que ça faisait un mois, un peu plus d'un mois que j'étais en arrêt. Donc, j'étais vraiment au Ouais. creux de la vague. Et elle me sort ça et je me suis dit, ouais, bon, enfin, en fait, ça sert à rien, quoi. Ils comprendront jamais, passe-moi l'expression, je pisse dans un violon. Ouais, c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment le dernier épisode que j'ai fait aussi avec une fille enfin, qui a aussi vécu un burn-out, etc. Enfin, pas burn-out, elle, c'était plus perte de sens, etc. Et autres termes. Mais elle me disait qu'en fait, elle aussi, elle a vécu tu sais, un ressenti de l'ambiance au travail, etc. Elle s'est dit, bon, allez, je vais aller en parler à mon responsable. Il lui dit, mais non, tu te fais des idées. Et en fait, moi, ça me... C'est pour ça que je fais ce podcast aussi, mais ça me rend dingue de me dire qu'en fait, pourquoi tu dénigres la parole des personnes en face de toi? Peut-être que dans la même situation, tu aurais peut-être réagi différemment, mais en fait, à Mm. partir du moment où ils sont en arrêt, enfin, juste prends le temps de les écouter. Que tu penses que ce soit du cinéma ou... Enfin, déjà, on n'a même pas à penser que c'est du cinéma, mais en fait, juste, la personne a sa sensibilité aux situations, elle a son propre ressenti, et si tous les RH et les managers prenaient le temps justement de considérer réellement, avec respect et bienveillance, le ressenti de toutes les personnes, en fait, il y aurait moins d'arrêts. Qu'il y en ait un, deux, trois ou 15 arrêts, en fait, juste dès le premier, ils doivent se bouger enfin voilà. Je vais m'emballer, moi. Non, non, mais je suis. C'est vrai qu'en plus, le service dans lequel j'étais était très connu au niveau de la médecine du travail. Mm. Après, le poids de la médecine du travail dans une entreprise.
Euh, il n'est pas, il est pas énorme, quoi. Mm. Mais effectivement, parce que les choses ont continué, j'ai gardé des contacts avec les ressources humaines. Et un jour, celle des RH, quand elle m'a contactée, elle me dit, oh là là, j'étais à la médecine du travail, et en fait, elle s'est fait accueillir par le médecin du travail en lui disant, mais vous avez toujours rien fait dans ce service? Ça fait des années qu'il y a des problèmes. Et en fait, là, la conséquence que vous avez aujourd'hui, elle est logique, étant donné Mm. tout ce qui s'est passé. Le problème, c'est que dans une entreprise, il y a des personnes qui ont des postes parce qu'ils, selon le poste qu'ils ont, comment ils sont placés, comment ils sont arrivés là, ils ont la main mise sur pas mal de choses. Et ils arrivent à planquer des trucs, à faire passer des choses. Et moi, ma responsable directe était quelqu'un qui, je pense, à plusieurs reprises, aurait pu être accusé de harcèlement moral. Avec moi, c'était différent parce que j'avais un autre poste, donc j'étais dans un service et j'avais ma petite équipe dans ce service. Et j'avais quand même un certain poids dans les décisions, dans ce que je disais. Mm. Elle me faisait confiance, elle comprenait, mais on n'avait pas du tout la même vision du management. Et clairement, ma responsable m'a toujours dit, je n'aime pas manager. Et, donc, moi, entendant ça, je dis, mais alors dans ces cas-là, il faut revoir l'organisation du service. Enfin, il y a un truc à faire, c'est pas possible. Parce que ça créait des situations où elle aimait avoir la main mise sur les autres, et chose qui passait beaucoup moins avec moi, mais ça me prenait énormément d'énergie. Ouais. C'était, c'était hallucinant. Et tout ça, tous les jours, je savais quand il y avait des projets, quand il y avait des trucs où moi je voyais les choses d'une certaine manière, je savais que ça allait être une bataille qui finalement n'avait pas lieu d'être, mais c'était sa façon de fonctionner parce que n'aimait pas le changement, n'avait pas forcément confiance en elle. Donc du coup, tu as un peu ce côté où je vais parler plus fort, je vais imposer mes idées et je vais écraser tout le monde. Elle avait vraiment ce côté-là, quoi. Cette année-là, à mi-année, on a un entretien annuel où je lui ai dit, bon, écoute, moi, c'est plus possible. On avait deux personnes en moins dans le service. Je lui ai dit, il faut revoir l'orga du service pour complètement réorganiser tout ça. Moi, je ne peux pas prendre toute cette charge de travail, ça va pas le faire. Sa réponse a été, non, mais là, faut un peu serrer les fesses, quoi. Et donc, quand elle m'a dit ça, j'ai stoppé net la conversation. J'ai dit, bon, écoute, on est arrivé au bout de l'entretien, c'est bon, quoi. Parce que je savais que derrière, il n'y avait plus rien à en tirer, quoi. Et je sais que je lui ai ressorti plusieurs fois où elle me disait, mais pourquoi, pourquoi ça va pas? Pourquoi il y a ça qui colle pas? Je dis, mais je ne peux pas faire plus. Et puis, tu m'as dit de serrer les fesses. Donc, maintenant, on fait comme ça. Et je lui ai dit à plusieurs reprises, mais c'est jamais monté au cerveau. Et donc, moi, j'avais le cerveau qui était en permanence à 10 000. Et c'est ce que j'ai dit à mon médecin quand j'étais venue la voir pour complètement autre chose. Hein. J'étais pas là pour me faire arrêter. Forcément, je ne pas arrêter, ça va, j'étais pas si mal que ça, quoi. Mon médecin, elle me dit, ouais, vous avez une petite mine. Et là, je lui dis, bah, ouais, ce que j'aimerais bien, c'est en fait vraiment pouvoir poser mon cerveau et vraiment dormir, me reposer, quoi. Et Mm. quand elle a vu ça, j'avais eu un épisode un peu tendu 18 mois auparavant. Et là, elle m'a rien dit. Elle s'est posée derrière son ordinateur et elle a commencé à taper. Puis moi, j'ai attendu et d'un coup, elle m'a regardée. Elle m'a dit, bon, bah, je vous ai mis 3 semaines en arrêt. Quoi? Ah ouais, moi, je suis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je suis, mais pourquoi? Bah, ah, parce que là, va falloir se reposer, là. Faut faire quelque chose, c'est pas possible, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'est parti comme ça. Mais souvent, c'est dingue, hein. Les managers, ils veulent le salaire des managers, mais sans les responsabilités derrière. J'en discutais avec l'autre personne interviewée. Elle me disait que des fois, il y a certaines personnes, on les met un peu en manager parce que dans leur poste, ils font peut-être pas très bien leur travail et que du coup, on préfère les mettre managers parce que bah, ils sont en CDI, donc on peut pas commencer à licencier comme ça quelqu'un pour un oui ou pour un non. Et je lui disais, je dis, mais en fait, ok, tu répartis un peu les personnes comme tu peux, mais en fait, donne-leur une formation de management, quoi. C'est la base, un minimum, genre apprendre à être humain. Et comme tu disais, elle avait enfin, ta responsable avait un manque de confiance en elle.
Mais ça joue énormément parce qu'en fait, tu vas Mm. prendre tout ce qu'on va te dire. Quand tu as un manque de confiance en toi, tu vas tout prendre personnellement comme si on t'attaquait personnellement, alors que pas du tout. Ça ne remet pas en cause la personne en elle-même, ça ne remet pas en cause sa personnalité, enfin, dans certains cas. C'est juste le travail, la manière dont c'est géré, et tout peut être amélioré. Mais ça demande aussi cette faculté de se remettre en question, de se dire, comme le médecin du travail lui a dit, enfin à la RH là du coup, ben en fait c'était inévitable. Mm. Mais si tu te poses là où la situation devient critique, et plutôt que se dire, bon, allez, non, ils font tous du cinéma, se dire qu'est-ce qui a foiré, à quel moment il y a eu ce changement, ou à quel moment on aurait pu changer la donne et comment on peut la changer aujourd'hui. Mais voilà, ça demande de prendre du recul plutôt que de toujours faire son travail en se disant, bah, c'est comme ça et pas autrement. Non, tout peut être amélioré en fait. C'est clair. Bah, j'avais, en fait, au-dessus de moi, j'avais un binôme. Elles avaient fondé le service. Elles avaient tout créé de A à Z. Ça faisait 25 ans qu'elles bossaient ensemble. Mm, Donc, tu avais vraiment ce système un peu malsain, d'ailleurs, aussi mm, dans leur relation, avec des postes donc à responsabilité, une responsable de service et celle qui était au-dessus, responsable de plusieurs services, et dans l'équipe de direction. Mais ces deux personnes-là faisaient encore énormément d'opérationnel. Je leur ai toujours dit, je dis, mais enfin, vous avez des équipes, donc il y a un moment, il faut lâcher et upgrader tout ça, quoi. Et moi-même, on avait fait. En fait, j'étais arrivée dans une période un peu spéciale parce qu'il y avait un changement de réglementation, donc il y avait tout à remettre en mm, cohérence par rapport à la nouvelle réglementation. Et moi, une fois que ça c'était fini, qu'on avait fait tout ça, moi j'avais dit, bon, ok, l'opérationnel, c'est bon. Moi, je veux passer à la suite, stratégie, organisation. Enfin voilà, j'avais clairement posé mes envies, mais en fait, je leur parlais en chinois. Elle mm, comprenait pas ça. Et moi, ça me rédigeait des docs et tout. À la fin, je me suis retrouvée qu'avec des tâches, en étant responsable d'une petite équipe, j'avais des tâches alors je dénigre pas, mais j'avais des tâches d'assistante, de choses qui étaient normalement faites par, oui, des assistantes et qui n'étaient plus là parce qu'on arrête. ouais. Et donc, du coup, il fallait répartir comme ça les tâches. Et moi, je me suis retrouvée à faire des trucs, mais jamais j'aurais cru un jour faire ça. Alors que je venais de dire que l'opérationnel, j'en voulais plus, quoi. Mais comme tu dis, si les responsables, elles passent trop de temps à faire de l'opérationnel, au final, elles ont plus de temps à consacrer à la gestion de leur équipe et à prendre Mm. soin de leur équipe, etc. Donc, comme tu dis, quand tu prends un rôle, ça sous-entend aussi que tu dois laisser place à ton équipe et leur faire confiance pour effectuer les tâches. J'allais te poser une question par rapport au médecin, mais tu as répondu. J'allais me dire qu'est-ce qui t'a fait aller chez le médecin, mais du coup, tu allais pour complètement autre chose. Et du coup, chapeau quand même, parce que des fois, il y a des médecins, ils sont pas très attentifs, tu vois. C'est, voilà, tu viens pour un problème, il te règle ça et basta. Mais c'est cool aussi de la part de ton médecin de ne pas t'avoir écouté, entre guillemets, plus de te dire, au final, bon, allez, maintenant, c'est tout. Tu vois, c'est... Mm. Arrête de te leurrer, arrête de faire semblant. Moi, je vois plus loin. Tu te voiles la face, voilà. Bah, elle me connaît, hein. Plusieurs fois, elle m'avait demandé pour des arrêts, bah, pour d'autres choses, hein, tu vois, une sinusite ou des choses comme ça. Je lui ai dit, non, non, mais ça va, quoi. Et en fait, ce jour-là, moi, je lui ai dit, forcément, j'ai commencé à négocier. Je lui ai dit, non, mais attendez, vous savez ce qu'on va faire? La semaine prochaine, je fais mes trucs, et je reviens samedi prochain et vous m'arrêtez. Et là, elle m'a regardée, elle me dit, non, mais en fait, je vous pose pas la question, là. C'est moi le chef, c'est moi qui décide. Souvent, de ce que je remarque en discutant avec des personnes qui ont vécu enfin, ouais, qui ont vécu un burn-out, c'est que il y a les symptômes qu'on cache, la fatigue, parce que tout le monde est fatigué aujourd'hui, hein. C'est hallucinant à quel point il n'y a plus aucune personne limite en forme. Et du coup, bah, c'est des trucs genre, bah, allez, c'est normal, bon, je fais taire. Ou il y a peut-être d'autres symptômes aussi où on se dit, oh, c'est peut-être ceci, ah, c'est peut-être le stress, oh, c'est normal. Et en fait, après, au bout d'un moment, bon, tu dis, heureusement, t'as pas été jusqu'au stade où tu sais plus te lever de ton lit, mais ton médecin l'a quand même vu sur ton visage. Mm. Et je pense que tu as les symptômes un peu cachés. Et puis, dès que ça se voit, c'est qu'en fait, il est déjà trop tard. Et ça se voyait sur ton visage. Et donc, en fait, là, ça t'a plus laissé le choix. Ou à partir du moment où ça se voit par d'autres personnes, là, c'est que déjà, on a atteint un stade. C'est avant l'effondrement, ce qu'on appelle vraiment l'effondrement, où derrière, pendant un bon bout de temps, t'es plus capable, enfin, le moindre truc et te pompe une énergie de dingue. Il y a toute cette période de basculement. Et pendant cette période de basculement, les symptômes
que tu ressens depuis longtemps s'installe de plus en plus et ton corps crie de plus en plus fort pendant cette période-là. Et en fait, quand tu te fais arrêter dans cette période de basculement, c'est là où souvent c'est plus simple de remonter la pente parce que t'es pas allé au bout du truc. Il y a un moment, moi, j'étais effectivement dans cette période de basculement, mais à partir du moment où mon médecin m'a arrêté, alors moi j'ai eu deux choses. J'ai eu un moment où j'étais scotchée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et d'un autre côté, j'avais une petite voix qui me disait, waouh, c'est pas mal ça quand même. Tu avais vraiment cette dualité où bah ouais, il y a le côté, mais attends, mais ça va pas bien, elle va m'arrêter, mais elle a pas vu tout ce que j'ai à faire, là. Mais c'est pas possible, je peux pas m'arrêter. Qu'est-ce qui va se passer? Et alors là, que vont penser les autres? Je laisse mes collègues, ils vont pas s'en sortir, on n'est déjà pas nombreux. Enfin, toi, tu as tout ça qui vient, mais j'avais quand même une petite pointe de ouais, mais en fait, là, il était temps, quoi. Ça devenait énorme, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, belle transition, parce que tu parles de ces périodes de bascule et d'effondrement, mais aujourd'hui, tu as réussi, je dirais, à tirer de cette situation négative ta force aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais aujourd'hui, du coup? Bah, en fait, pendant toute ma période de reconstruction, j'ai énormément travaillé sur moi pour comprendre, parce que j'avais une angoisse, c'était parce qu'on entend beaucoup de personnes qui rechutent. Quelque part, moi, je me disais, bon, ok, là, t'es peut-être pas allé au bout du bout du bout du bout, mais t'es quand même allé bien loin, et ça serait bien que tu y retournes pas. Et donc, du coup, ce qui était important pour moi, c'est vraiment de comprendre pourquoi j'en étais arrivée là et qu'est-ce qui s'était passé. Malheureusement, en fait, c'est les conditionnements de toute une vie. Ça vient pas de 3 mois avant que tu te fasses arrêter, quoi. C'est vraiment la manière dont on fonctionne et pourquoi on a eu ce fonctionnement-là, quoi. Et c'est très, très important, effectivement, de comprendre tout ça. Et après, de retravailler, reprogrammer. En fait, on reprogramme. Je me suis reprogrammée pour me mettre au centre de ma vie, penser finalement à moi en priorité. Pas parce que je suis égoïste, mais juste parce que si je vais bien, les autres, je peux aider les autres. C'est le fameux, c'est le schéma, l'exemple du masque à oxygène dans l'avion. Quand les masques à oxygène tombent, ce qu'on vous dit, d'abord vous mettez le vôtre et ensuite vous aidez les gens. Parce que si tu le mets pas, derrière, tu peux t'effondrer à un moment donné et en gros, tu sers plus à rien. Voilà. Donc du coup, d'abord toi et ensuite les autres. Moi, ça a été compliqué d'entendre ça, comme entendre maintenant, il va falloir prendre soin de soi, vous occuper de vous. Et c'est les dernières phrases que m'a sorti mon médecin quand je suis sortie de son bureau. Elle me dit, bon, bah allez, hop, on se revoit la semaine prochaine. Et là, maintenant, vous allez vous occuper de vous et prendre soin de vous. Et moi, je me suis retrouvée dans ma voiture. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi? Là, on te parlait chinois. Mais complètement, complètement. Et donc, du coup, au fur et à mesure, c'est réapprendre tout ça et refaire des choses pour lesquelles tu avais de la motivation, tu avais envie, mais tu n'avais plus la force. Souvent, en fait, le burn-out, la différence entre un burn-out et une dépression, c'est que la dépression, en fait, c'est vraiment, tu as envie de rien. Tout, rien ne te fait envie. Le burn-out, t'es plus en... Alors, parfois, il y a des gens qui font burn-out et dépression, mais moi, j'ai fait juste un burn-out et où j'avais ces moments où je me disais, ah ouais, mais j'ai trop envie de faire ça, trop envie. Et alors, j'y allais, mais au bout de 5 minutes, j'en pouvais plus parce que j'étais épuisée, vraiment vidée, quoi. Et il y a plein de choses que j'arrivais encore à faire avant mon arrêt, que mon arrêt, en fait, a lâché tout ce qui était adrénaline, donc qui me tenait, en fait, au quotidien, qui me permettait de continuer. Et à partir du moment où le médecin m'a dit stop, maintenant on arrête tout, vous allez plus au boulot et c'est fini. Ce truc-là, c'est parti. Ouais. Et là, j'ai vraiment senti que, waouh, mais je suis crevée. Je suis vraiment, vraiment, vraiment crevée. Et faire des choses, moi je faisais beaucoup de yoga à l'époque, mais ne serait-ce que j'avais essayé de refaire une session de yoga et pas un truc violent, hein. J'étais vraiment sur du light. Au bout de 5 minutes, mais je n'en pouvais plus. Mais vraiment, je n'en pouvais plus. Et là, c'est ça, je me rappelle que ça m'avait vraiment fait un choc où je me suis dit, oh, mais en fait, mais c'est terrible.
dans quelle situation tu t'es mise, quoi. Ah, enfin, je peux me reposer. J'ai le droit, on Ouais. m'autorise. Ouais. Aujourd'hui, toi, ton rôle, c'est justement d'accompagner des personnes aussi qui ont vécu un burn-out ou justement de faire de la prévention. Il y a un peu ces deux aspects. Alors, j'essaye effectivement au niveau de la prévention parce qu'il y a tellement de symptômes qui sont présents qu'on n'écoute pas parce que il y a ce côté où on est beaucoup dans la performance. Et moi, ce que j'ai découvert aussi dans ma reconstruction, c'est que j'ai un profil neuroatypique, donc hypersensible et haut potentiel. Alors, l'hypersensibilité, sur le coup, je ne l'ai pas comprise, mais parce que j'avais vraiment ce côté haut potentiel de fonctionnement où il faut que je fonce, il faut que je fasse les choses parfaitement, que je sois toujours performante, que je sois vraiment dans le côté masculin, le côté yang, le côté truc où tu pousses, où tu montres pas que tu as mal, tu montres pas que tu sais pas, tu forces, hein, et tout ça, j'avais finalement cette partie hypersensibilité émotionnelle, je l'avais complètement mise sous cloche et camouflée, alors que c'est une grosse partie de moi où j'ai besoin de ces choses-là, où j'aime prendre du temps, j'aime le beau, j'aime faire bien les choses, mais pas forcément dans la perfection. Mais enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là, tout ce pan de moi que j'avais vraiment écrasé, mis sous cloche. Et du coup, j'étais totalement incomplète, donc un peu bancale. Et j'avais ce truc de performance où le regard des autres était hyper important. Même si parfois, quand on me disait que c'était bien, j'avais ce côté un peu, oui, bon, alors ça vient d'elle, c'est pas terrible. Et tu vois, j'avais vraiment ce truc où fallait pas que je fasse mal les choses, qu'on me dise des trucs négatifs. Fallait toujours que que ce soit bien vu, aimé. Enfin, il y avait un peu ce côté qui finalement est assez malsain parce que tu t'enfonces et t'es pas toi. T'es pas toi, donc tu t'adaptes, tu te suradaptes et tu te fatigues. Et donc, c'est des choses, effectivement, que j'essaye maintenant de transmettre à ces personnes et de les autoriser à vraiment se reconnecter à leur ressenti, puisque le corps, en fait, dit beaucoup de choses et souvent, on ne l'écoute pas. Donc, il crie de plus en plus fort. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais été chez le médecin, parce que j'avais des problèmes, il fallait que j'aille chez la kiné. Et il trouve toujours des choses à dire, à aller plus fort, de plus en plus fort. Et donc, moi, c'est l'important, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que s'écouter, c'est le point de départ, quoi. Et donc, c'est, par exemple, souvent, on a tendance à ne pas poser de limite, à dire oui à tout, sans réfléchir. Et les trois quarts du temps, quand on dit oui, derrière, on se dit, mais en fait, non, j'ai pas envie. Ça me plaît pas. Pourquoi j'ai dit oui? J'ai plus envie de le faire, ou j'ai pas envie, ou je sais pas. Et le corps, au moment si on l'avait un peu écouté, le corps, il dit, non, mais non, laisse tomber, c'est pas la peine, quoi. Donc, parfois, juste prendre 5 minutes avant de répondre, ou prendre 30 secondes, se dire, attends, il veut que je fasse ça? Ouais, mais en fait, moi, j'ai pas envie. Et derrière, dire, bah, non pas maintenant, ou on peut en reparler plus tard, ou c'est pas, là tout de suite, ça va pas pour moi. Mais ça aussi, parfois, c'est difficile parce que dire non, c'est dire aux personnes, enfin, on pense qu'on dit aux personnes qu'on n'est pas capable, qu'on est trop fragile, qu'on sait pas, qu'on machin. Tu vois, il y a ce côté négatif, le fait de dire non, c'est un peu ce côté négatif. Alors que non, au contraire, le fait de s'écouter, c'est le plus important. Ouais, c'est ça. Et peu importe ce que les gens pensent, et pas la peine de se justifier aussi. Oui, c'est ça, on est trop conditionné à on doit faire plaisir aux autres et on doit pas se faire mal voir, donc on n'ose pas dire non. Et le non, comme le non, c'est quelque chose de négatif, comme tu dis, on a tendance à vouloir se justifier pour adoucir, alors que, ouais, comme tu dis, apprendre à dire non, c'est se dire oui à soi-même. Et voilà, c'est exactement ça. Et donc, du coup, moi, c'est effectivement ce que j'ai envie de faire prendre conscience aux personnes de ce qu'elles vivent à ce moment-là et que les trois quarts du temps, en fait, c'est pas normal d'être aussi fatigué, d'être poussé à bout, d'avoir une charge mentale aussi élevée. C'est pas normal. C'est Mm. pas normal. Et effectivement, leur faire comprendre ça, les reconnecter à eux pour vraiment qu'ils prennent conscience, en fait, de leurs besoins et justement, derrière, pouvoir leur éviter de faire un burn-out.
Ouais, ouais, ouais. C'est un public qui est parfois compliqué parce qu'effectivement, on est en pilote automatique, donc on n'entend pas toujours ce qui se passe autour. Mais j'ai bon espoir avec... tu as quand même pas mal de choses qui sortent par rapport au burn-out, par rapport à la santé mentale et tous ces aspects-là. Je trouve que les gens sont de plus en plus concernés par rapport à ça. Et je vois moi, les dernières communications que j'ai faites sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta ou LinkedIn, quand j'ai parlé de performance et de forcer, c'est des choses qui ont, qui ont fait parler les gens, quoi, qui sont revenus vers moi en me disant, mais ouais, mais c'est ça que je ressens. Donc je me dis, bon, il y a encore un petit espoir pour que certaines personnes s'écoutent et osent demander de l'aide pour justement pas se prendre le mur, quoi. Ouais, c'est clair. Ben, nous, tu vois, il y a ici, parce que moi je suis de Belgique, et dernièrement j'ai entendu à la radio une publicité, enfin ouais, une pub qui passait pour. Ça venait d'une ASBL, enfin du coup une ONG en France. C'était une SOS Prévention Burnout. Ils ont créé ça ici en Belgique. Et du coup, ils faisaient une pub en fait là-dessus. Ils faisaient passer ça à la radio, etc. Et du coup, je trouvais ça cool. Et je l'ai vite noté parce que j'étais en train de conduire, ou je sais plus quand est-ce que je l'ai entendu exactement, mais je sais que j'étais occupée, donc j'ai vite noté vite fait pour aller revoir plus tard. Sur le LinkedIn, je pense, de la SBL, j'ai vu genre de petite animation, petites vidéos faites avec des petits bonhommes, etc. Ils disaient, ah, j'en peux plus, je suis épuisée. Ah, enfin, ils citaient plusieurs symptômes et ça mettait un peu un petit bonhomme en situation. Et du coup, de dire que voilà, cette société-là mettait en place des choses pour prévenir le burn-out, pour réaccompagner aussi les personnes en burn-out et tout ça. Et je me suis dit, bah, c'est cool qu'il existe des choses comme ça. Parce que bah, forcément, moi, pour la petite histoire, j'ai souvent été fort confrontée à tout ce qui se passe en France, parce que bah, avec les réseaux, je parle français, donc forcément, je touche beaucoup plus de personnes de France, j'ai eu beaucoup de clients français. Mais ces derniers temps, je remets plus de présentiel, j'essaie de revenir un peu plus à avoir du contact humain, des personnes, etc. Et donc là, de voir qu'il y a aussi, je sais pas, c'est comme si je venais d'atterrir dans mon propre pays en me disant, oh, mais il y a quand même des trucs cool ici. Et du coup, je me suis dit, c'est bien, enfin voilà, c'est bien qu'il y ait ce genre de choses mises en place et pas juste, voilà, on fait des petites pubs prévention et basta. C'est que derrière, ils ont prévu un accompagnement vraiment des personnes en leur disant, écoutez, vous vivez ça, on vous entend, on vous voit, on sait. Et on a ça derrière pour vous aider à vous en sortir et, comme tu dis, à ne pas retomber dedans, à mettre des choses en place personnellement pour soi. Donc ouais, c'est super intéressant. Voilà. Et je me suis aussi formée à des bilans de compétences Mm. avec une personne qui fait des bilans de compétences, mais spécifiques post-burnout. Ils sont hyper intéressants parce que c'est pas un bilan de compétences qui est basé uniquement sur les compétences professionnelles, c'est vraiment le parcours de la personne en perso. Donc il y a beaucoup de choses par rapport à tout ce qu'on a vécu, tous les conditionnements qu'on a eus dans notre vie, aussi bien par la famille, les études, les premiers jobs et toutes ces choses-là. C'est vraiment cette notion de qui je suis, quels sont mes besoins et où je peux m'épanouir professionnellement. Donc, je travaille avec des personnes qui ont fait un burn-out pour les amener effectivement à retrouver un projet professionnel et plus de clarté. Mais je me suis aussi rendu compte que, parce que j'ai un client qui n'a pas fait de burn-out. Bon, il est bien surmené, mais pour l'instant, il tient. Et ce qu'il recherchait, en fait, lui, c'était vraiment de la clarté. Et le Mm. côté un peu plus centré sur la personne de ses bilans de compétences, là, on arrive tout doucement au bout de son accompagnement. Et j'ai une autre personne en face de moi parce qu'il a compris quand même pas mal de choses sur lui et sur comment il fonctionne et qu'est-ce qui peut l'amener aussi à chuter. Parce qu'au départ, effectivement, on a un petit module qui s'appelle éviter la rechute. Alors moi, il me dit, bah, j'ai pas fait de burn-out, j'ai pas besoin. Je lui dis, si, si, regardez. Parce qu'en fait, il y a vraiment toute une liste de tous les symptômes, de tout ce qui peut amener à un burn-out. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, quand il y a des signaux, lesquels sont les plus prévalents et qu'on peut écouter pour dire, attention, là, je vais un petit peu ralentir. Et aussi, les règles d'or, qu'est-ce que je mets en place pour éviter soit de faire un burn-out, soit d'en refaire un. Donc je trouve ça assez intéressant et c'est vraiment cette notion de clarté
par rapport au côté professionnel que je trouve intéressant parce que moi c'était un peu ça avant que je sois arrêtée, c'était toutes les questions de ouais mais je peux pas faire ça encore pendant 20 ans mais qu'est-ce que je fais d'autre quoi? Mm. Je sais pas. Donc c'est assez, je trouve que c'est assez intéressant et la personne que j'accompagne, c'est un homme donc qui effectivement, il me disait moi il me faut de la clarté, je sais plus, je tourne en rond, mais c'est une personne qui a 56 ans. Mm, Et mm. il se dit, j'ai encore envie de faire un truc où je m'éclate, quoi. Mais c'est vrai que c'est hyper pertinent au final ces bilans de compétences. Surtout là, en plus, les post-burnout, c'est encore plus spécifique, donc c'est top. Parce que oui, comme tu dis, souvent c'est mais qu'est-ce que je vais faire d'autre? Même la peur de redémarrer à zéro, de redémarrer dans une nouvelle entreprise, etc. Ça fait paniquer. Et Mm. moi, je sais, enfin, ça me parle ce que tu dis parce que mon père a fait un burn-out il y a, attends, c'était quelle année? Je sais qu'il a été au total 3 ans en arrêt et que à chaque fois, il avait des discussions avec ses RH pour trouver, parce qu'il travaillait à pause, je sais pas si on dit comme ça en France, il faisait matin, midi, matin, après-midi et la nuit. En équipe, des équipes, Ouais. ouais. Et Mhm. du coup, son médecin lui a dit, en fait, il est plus capable là, physiquement de travailler la nuit. Parce que Mhm. faire 3 nuits, puis 2 matins, et des trucs comme ça, mais en fait, son corps, il est complètement déphasé à chaque fois et il n'était plus capable de le faire. Et donc, à chaque fois, c'était des réunions qui ne servaient strictement à rien, 1 heure pour à chaque fois lui dire, ah ben, on n'a pas de travail adapté pour toi. Ok. Sauf qu'au bout d'un moment, ben, lui, il leur disait, écoutez, il faut trouver une solution à un moment donné. C'est bon, quoi. Il dit, il y en a d'autres qui étaient là depuis moins longtemps, qui ont eu des travails adaptés. Lui, ça faisait plus de 20 ans qu'il était là, on ne lui trouvait pas un travail adapté, il ne trouvait pas ça correct. Pour finir, il est retourné, mais à chaque fois, moi, je voyais d'autres postes et je lui envoyais. Je lui disais, mais regarde, ça, tu serais capable de le faire. Parce qu'en plus, il a eu plein de formations qui lui ont donné c'est pas des diplômes à proprement parler, mais qui Non, mais des compétences. oui, c'est ça. Et du coup, Mhm. il travaille en production, il est capable de conduire beaucoup d'engins de chantier, des trucs comme ça. Je dis, mais en fait, je ne te rends pas compte. Moi, j'en voyais tout le temps passer. Je dis, mais vas-y, vas-y. Oui, mais non, mais je vais perdre mon expérience, etc. Et du coup, il y avait vraiment cette peur déjà de redémarrer à zéro parce que là, il connaissait. Il y a aussi un peu cette relation toxique de ça fait 20 ans que je suis là, je connais l'endroit, j'ai pas envie de partir. Et au final, il a fini par y retourner. Bon, il est complètement dans un autre endroit, pas avec la même équipe, et il est souvent tout seul dans sa machine toute la journée et ça lui convient comme ça. Donc, il a réussi à trouver, voilà. Bon, ils lui ont dit, hein, il ne fait plus les nuits, mais jusqu'à une période de 3 ans. Après, il faudra rediscuter de son cas. Il serait peut-être susceptible de retourner à travailler pendant la nuit, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais vraiment, c'est ce truc de non, je ne veux pas aller ailleurs parce que là, je connais le fonctionnement et comme si tes compétences dépendaient de l'entreprise. Alors que tu as les mêmes compétences si tu vas ailleurs qui pourraient être peut-être mieux exploitées et enfin exploitées dans le bon sens du terme, pas négatif du coup, mais ouais, c'est la peur de C'est l'inconnu. c'est ce côté de ouais, la peur du changement qui est Ouais. souvent effectivement très présente. Il y a des gens, même si c'est pas génial, ça les rassure d'être dans un environnement qu'ils connaissent. Ouais, c'est ça. Après, on parle toujours de zone de confort parfois inconfortable. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, souvent, les gens ne connaissent pas réellement leur zone de confort. En fait, ils ont créé un monde autour d'eux où bah, ça va pas super, mais bon, ils connaissent. Alors que déjà connaître ses compétences, enfin, savoir qui on est et ce qu'on peut faire, c'est déjà un super atout. Et après, effectivement, cette notion de sortir de sa zone de confort, de faire un petit peu chaque fois, mais sans tout chambouler. Et c'est aussi beaucoup ce que je propose, moi, dans mes accompagnements, où, OK, il y a des choses qui vont pas, mais on peut, par petites touches, commencer à amener du changement et Mhm. voir ce qui correspond, en fait, à la personne. Là, j'ai une personne en coaching. On est parti sur un point de départ. On a mis des petites touches et changé des choses. Et au fur et à mesure, ça nous a amené à modifier d'autres choses. La dernière séance qu'on a faite, elle m'a dit, ouais, mais je communique différemment, ça se passe mieux avec mes enfants, je suis moins stressée, je me prends moins la tête, je prépare les choses. Enfin, voilà, on n'a pas changé, on n'a pas chamboulé, tout chamboulé. On y allait vraiment progressivement.
Et de toute manière, à partir du moment où on commence à enclencher un changement, on voit les personnes autour, elles réagissent d'une certaine manière et du coup, ça crée une certaine dynamique où, au fur et à mesure, les choses deviennent de plus en plus simples et on voit d'autres choses qu'on pourrait améliorer qui nous correspondraient mieux par rapport à nos besoins. Et je dis bien besoins parce que souvent les gens ont envie de choses, mais c'est pas forcément des choses qui leur correspondent. Ouais, c'est ça. C'est la différence entre les besoins et les envies, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Mais moi, c'est pareil parce que du coup, j'interviens dans des entreprises avec des équipes pour amener de l'organisation, de la structuration, parce que je pense que c'est aussi quelque chose de très important pour améliorer l'ambiance au travail. Il n'y a pas que ça, mais moi, j'interviens sur ce pôle-là en tout cas. Mais du coup, moi, ce que j'adore faire aussi, c'est je me pose, je discute avec les personnes, je leur dis, mais en fait, à partir du moment où, en tant que manager, tu connais les points forts de toute ton équipe, tu peux les mettre là où ils se sentent le mieux. Je vais employer des termes, c'est pas le côté négatif, mais les utiliser au bon endroit. Ouais. Et si tu mets toutes les personnes dans des compétences et dans des postes qui leur plaisent, et pas forcément postes grand terme, mais il y en a peut-être deux au même poste, il y en a un qui préfère faire ça, l'autre qui préfère faire l'inverse, donne-leur ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aiment aussi, parce que ça leur donne la motivation au quotidien de travailler, ils font des choses qu'ils aiment, et si en plus tu les mets sur des choses dans lesquelles ils sont doués et qu'ils font naturellement, etc., leur propre force, mais en fait, genre après, tu as une équipe de la Dream Team, quoi. Tout le monde fait ce qu'il aime et alors certes, il y a, dans les entreprises, tu as forcément des choses qui vont peut-être te plaire un peu moins, mais si déjà tu sais vraiment et que tu peux répartir la plupart du temps, peut-être les tâches en fonction de ce que tout le monde préfère, Mm. tu auras une équipe qui sera le moins souvent, en tout cas, en arrêt. Mais là, tu touches un autre point aussi, c'est que il y a dans notre culture, il faut travailler dur pour y arriver, pour avancer, enfin voilà. Et donc, à partir du moment où tu fais des choses qui sont faciles pour toi, ça n'a Ouais. pas de valeur. Alors que si, et justement, avec un de mes clients, c'était ça. Il adore préparer, faire des présentations, donc préparer le support Mm, mm. et derrière animer, présenter et tout ça. Ça, c'est son truc, il adore ça. Donc je sais plus, il me dit ça et je lui dis, mais en fait, c'est super, mais ça, c'est un truc qu'il faut peut-être mettre en avant et tout. Et là, il me dit, oui, mais enfin bon, non, c'est pas, non, c'est plus très compliqué. Je lui dis, bah non, c'est quelque chose qui vous plaît. Je lui dis, est-ce que les autres ont envie de le faire? Je lui dis, moi, personnellement, c'était pas quelque chose qui, quand je travaillais, qui m'intéressait. Mm. Quand il fallait que je fasse des présentations et tout, ça me gonflait clairement. Et alors que lui, il s'éclate. Et alors, quand je lui ai expliqué ça, il m'a dit, ah ouais, mais j'avais pas vu ça comme ça. Et je lui dis, c'est pas parce que c'est facile pour vous que ça vous prend pas, ça draine pas votre énergie, que vraiment vous êtes en fait, c'est les fameuses activités flow où ça passe sans problème. Et ben ça, effectivement, justement, s'arranger pour que les personnes ont un max d'activités comme ça dans leur quotidien, pro ou perso, pour que derrière, les choses qui drainent leur énergie, que ça soit quand même équilibré. C'est que Ouais. tu plus d'activités qui ne te prennent pas d'énergie que des activités qui te prennent de l'énergie. Pour trouver en fait cet équilibre et pas être tous les soirs sur les genoux parce que toute la journée, tu as fait des trucs qui t'ont pompé de l'énergie, quoi. Mais c'est Et vraiment ça, ça. c'est difficile à comprendre, souvent. Et oui, c'est ça, c'est vraiment au final, tu ramènes plus d'efficacité au final, parce que si une personne qui fait, comme tu dis, une présentation et animer la présentation, ça l'épuise émotionnellement, physiquement, etc. Et elle va peut-être mettre, je sais pas, 3 heures à faire la présentation, alors que ton client, ça lui prend peut-être 1 heure et il kiffe le faire. Au final, même, genre, qu'on se le dise, parce que c'est quand même la base d'une entreprise, c'est d'être rentable. Au final, même en termes de rentabilité, c'est même mieux pour eux. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais non, c'est super important et c'est super top que tu en aies fait ton métier aujourd'hui d'accompagner ce genre de personnes parce que en fait, c'est un changement vraiment de génération aussi où avant, c'était comme tu dis, on travaille dur, etc. Aujourd'hui, on peut très bien travailler dur aussi dans des choses qui nous font plaisir. C'est pas Mm. parce que c'est facile que forcément, ça va pas demander de l'énergie, parce que de toute manière, qu'une tâche soit compliquée ou facile, ça prend de l'énergie dans tous les cas. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Bah, écoute, je pense qu'on a, Ça fait le tour. on a bien fait le tour, ouais. On a pas mal échangé sur ce qui passe avant et puis ce qu'on peut faire après.
Ouais, super, Et ce qu'on peut faire avant aussi pour éviter de se prendre le mur. c'est clair. Du coup, toi, on peut te retrouver sur Instagram, LinkedIn, toujours le Oui, même nom, Audrey Magnette. oui, oui, oui. Est-ce que J'ai tu as fait simple. une actu, un truc que tu veux partager? Non, bah écoute, là, je t'avoue que je suis en train de revoir un peu mes offres et de tout remettre d'équerre pour que ça corresponde plus avec mon évolution en 2025 parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Et là, je suis justement en train de remettre les choses pour que ça me corresponde et que ça m'épuise moins. Parfait. Tu es ta propre preuve, voilà. Voilà, c'est ça. Donc du coup, bah, à suivre sur Insta ou LinkedIn. Et ou LinkedIn. Ok, super. Encore un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Bah, avec grand plaisir, je t'en prie. C'est ça, c'est ça. Donc, en Voilà. tout cas, c'est très chouette ce que tu fais. Je suis contente d'avoir pu te partager mon expérience. Bah, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pépins et Vitamines. Si cet épisode t'a plu, pense à le partager à un collègue, un manager ou un ami qui aurait bien besoin d'un petit coup de boost au travail. Et pour encore plus de pépites vitaminées, retrouve-moi sur LinkedIn, Instagram et Facebook, toujours sous le nom Jade Broé. Ou abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes. Souviens-toi, chaque petite action compte pour transformer ton environnement de travail en un espace plus humain, plus motivant, plus vivant. À très vite pour un nouveau shot d'énergie et d'ici là, prends bien soin de toi et de ton équipe.